Bonjour tout le monde. Bonjour Blaise. Salut Adeline. Tu vas bien? Ouais, très bien, ouais. Très bien, je suis en forme. Ça va alors. On va attendre un peu que tout le monde se connecte. Je vois déjà que vous êtes assez nombreux. Bon, est-ce que déjà tout le monde nous entend et nous voit? Ça serait un bon début. C'est ça. J'ai l'impression que ça fonctionne pour tout le monde. Bon, en tout cas, si vous avez des Apparemment. problèmes de son ou d'image, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur le chat. Comme ça, ma collègue en support peut vous contacter directement. Et j'ai l'impression que c'est bon. Donc, on Ouais. va pouvoir commencer. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vais nous présenter rapidement Blaise et moi, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je m'appelle Adeline, je travaille au service marketing du groupe Job in Life. Et je suis accompagnée donc de Blaise Bernoz, qui est peur et qui a participé à la Mini Transat 2021. La Mini Transat, c'est une course solitaire qui aura lieu en septembre l'année prochaine. Depuis le début du confinement, le groupe Webinaire organise des webinars. Aujourd'hui, avec toi, Blaise, l'idée, c'est que tu nous parles de ton projet, de ton handicap, que tu nous partages aussi ton expérience du confinement, que tu peux connaître en mer, qui est préparé et souhaité, et le Mhm. confinement qu'on peut vivre actuellement, qui a été assez brutal. Tout à fait. L'idée, c'est que tu puisses nous partager voilà, des conseils pour nous aider à nous sortir de notre bulle et à préparer justement ce déconfinement. Euh, et aussi, voilà, que tu puisses nous dire si tu as de la visibilité sur ton programme après le déconfinement, si tu vas pouvoir, si tu as déjà des infos au niveau de tes courses de qualification. D'accord. Voilà tous les sujets qu'on va plus ou moins aborder pendant l'heure qu'on va passer ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager dans le chat. On a prévu différents temps de questions-réponses. Allez-y. L'idée, c'est que ça soit le plus interactif possible pour que Blaise puisse vous répondre. Donc, avant de laisser la main sur la présentation, Blaise, on va commencer par quelques infos sur le groupe Job in Life pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on a un cabinet multispécialiste. Donc, on accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leur politique RH, donc en matière d'handicap et de diversité. Donc, aujourd'hui, on est très heureux d'accompagner Blaise pendant 2 ans dans son défi de la Mini Transat. Donc, qui, comme je disais tout à l'heure, une course solitaire. Donc, c'est une manière aussi pour nous de poursuivre notre engagement et de promouvoir l'inclusion. C'est aussi une manière aussi à travers ce partenariat, de sensibiliser les entreprises et de finalement contribuer à faire évoluer les regards sur les troubles psychiques. Ce que je te propose, Blaise, pour commencer, c'est de faire un résumé rapide de ton parcours. Ouais, tout à fait. N'hésite pas à me corriger ou à me compléter si j'oublie des choses qui te semblent essentielles. D'accord. Alors, tu as 40 ans, tu habites à Guérande en Loire-Atlantique, tu es skipper de formation, skipper professionnel de formation. Tu as commencé la voile très tôt avec ton papa qui a construit son propre bateau dans le sud de la France. Mhm. Tu as connu la navigation très jeune, en famille, à travers des voyages et des traversées. Ça, Tout à jusque-là, fait. Jusque-là, ça va. ça va jusque-là, bon, c'est bon alors. Après tes études, tu décides de faire de ta passion pour la voile ton métier. Tu intègres l'école des Glénans dans le Finistère pour faire une formation de moniteur. Mhm. Donc à ce moment-là, tu rencontres Chris Sayer, qui est un skipper qui a pris le départ de la Mini Transat en 1999. C'est ça, Euh, ouais.
et c'est lui, en fait, finalement, qui t'a donné l'envie de participer à l'aventure de la Mini Transat. Oui, c'est lui qui m'a invité sur son bateau. D'accord. Et donc, justement, de là, tu décides de faire une formation pour devenir skipper professionnel. Et ensuite, tu commences voilà, à acquérir pardon, de l'expérience en naviguant pour différents bateaux, que ce soit en solitaire ou en équipage. Donc, soit pour être marin, soit pour être skipper. Et suite donc à ces différentes expériences, tu décides de revenir à ton rêve d'enfant, celui donc de participer à la Mini Transat. Et voilà, donc c'est une occasion pour toi d'associer cette course à ton handicap psychique qui t'a été diagnostiqué il y a 3 ans. Ouais. Et ce projet, finalement, c'est aussi une belle manière de montrer que malgré ton handicap, ça t'empêche ni de vivre ni de réaliser tes projets. Bien au Tout à contraire. fait. C'était une belle présentation. Bon, ça commence bien là. Ce que je te propose pour la suite, donc ça fait une bonne transition avec la slide qui suit, qui concerne ton handicap. Voilà, que tu nous en dises un peu plus sur le diagnostic qui t'a été fait en 2017 Oui. sur les troubles psychiques. Ok. Bonjour à tous et merci d'être présent pour ce live. Alors, c'est la première pour moi sur Internet comme ça. Donc, je vais vous demander d'être bienveillant. S'il y a des petites hésitations, c'est parce que j'ai pas trop l'habitude encore. Mais bon, c'est en faisant qu'on s'améliore. Donc, je suis très content d'être là en tout cas. Ouais, donc je vais quand même juste revenir sur, si ça te dérange pas, Adeline, sur Non, le mais slide précédent sur mon parcours. Je vais juste affiner un peu deux, trois petites choses. En fait, moi, ce qui m'a donné envie de partir travailler dans les bateaux et la navigation, c'est mes parents qui m'ont donné le goût très tôt à la navigation. Donc, je profite de ce petit moment pour, vu qu'ils me regardent, pour les remercier d'être là et de m'avoir transmis leur passion. Donc ça, c'était une chose importante. C'est aussi une grosse envie pour moi d'apprendre des choses nouvelles. Donc découvrir des nouvelles choses. Quand je pense avoir fait le tour, je passe à d'autres activités en fait, toujours dans la navigation, mais je passe à d'autres activités. Après, c'est ce parcours, c'est oser. Donc oser, comment dire, oser partir à l'aventure, oser sortir des sentiers battus. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. J'ai jamais fait des choses comme tout le monde dans ma vie et j'espère que je continuerai jusqu'à mon plus vieil âge à avoir cette mentalité-là parce que ça me permet aujourd'hui de, même si j'ai 40 ans, de rester jeune dans ma tête et jeune dans mon corps. Voilà, donc c'était important. Juste aussi pour revenir sur ce parcours, il est axé en fait sur deux autres thématiques qui sont mon goût pour la navigation au large. J'ai fait plusieurs traversées en fait assez longues, dont ma première qui a été de partir sur le Pacifique en double sur un catamaran pour rejoindre la Polynésie. Donc ça, c'était très très important pour moi. C'est là que j'ai découvert les grandes traversées. Et après, sur un multicoque océanique de course au large qui s'appelait Arrêté, qui faisait 18 mètres, sur lequel j'ai fait les Canaries, les Grands Lacs aux États-Unis. Donc ça, c'était aussi quelque chose de très important. Et pour terminer, une expérience aussi très enrichissante sur la navigation au large, j'étais à bord d'un maxi de 30 mètres, un bateau tout en carbone, en équipage cette fois-ci, sur lequel j'ai fait des navigations assez longues entre l'Angleterre et la Méditerranée, et aussi entre Cuba et la Méditerranée via les Açores. Voilà, donc ça c'est le goût du large qui m'a aidé et qui m'aide toujours aujourd'hui à avancer. Et il y a aussi cette notion de partage qui est vachement importante pour moi. Cette notion de partage, je l'ai vécue dans toutes mes expériences, mais notamment lors d'un embarquement qui a duré 5 années sur un yacht classique en Méditerranée de 2007 jusqu'à 2012,
C'était le yacht d'un propriétaire suisse qui est devenu un ami par la suite. Et c'était un bateau familial. Et donc, j'ai beaucoup apprécié ces moments d'échange avec lui. Il m'apprenait c'était une personne très forte en régate. Donc, il m'a donné beaucoup de billes pour avancer dans la régate. Et moi, parallèlement à ça, j'ai échangé beaucoup avec lui sur la préparation du bateau et comment le mener au mieux, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire sur mon parcours. Je pense que j'aurais beaucoup de choses à dire de plus, mais c'était important que je revienne un petit peu là-dessus. Donc le goût du large et puis la notion de partage. Voilà. Alors, donc comme l'a bien dit Adeline, j'ai été diagnostiqué trouble de la personnalité borderline en 2017. Donc ça, je ne sais pas si concrétisation c'est le bon mot, mais c'est l'aboutissement d'un long parcours de santé. J'ai eu des difficultés de vie depuis l'adolescence, depuis mon jeune âge adulte. Donc des difficultés de vie qui se caractérisaient par une difficulté à gérer mes émotions et aussi par des comportements quelquefois un peu extrêmes que j'arrivais pas forcément à contrôler, qui étaient nocifs pour moi et nocifs aussi pour mon entourage. Alors ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais skipper, j'étais embarqué et j'étais à l'étranger souvent. Enfin, j'étais pas souvent dans une ville pour avoir un suivi de santé. Donc, j'ai d'une part pas pu avoir un suivi de santé cohérent, on va dire. Et j'avais pas non plus à cet âge-là, on va dire 18, 19 ans, conscience que j'avais réellement un problème. Donc, dès que j'avais des crises émotionnelles, je rebondissais assez rapidement et j'essayais de passer à autre chose sans me dire que j'avais un réel problème. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a pas mal handicapé dans les années précédentes de mon diagnostic. Et j'essayais vraiment de rebondir au mieux et généralement, je rebondissais bien. Mais il y avait toujours une nouvelle période où mes émotions prenaient le dessus et où je contrôlais plus grand chose, où je décrochais un peu de mon travail, de mes liens sociaux. Donc c'est ce qui m'a amené il y a quelques années à rentrer en hospitalisation en fait suite à une crise émotionnelle très forte. Et c'est une hospitalisation qui a duré 3 mois pendant laquelle je me suis retrouvé, je me suis posé pour une fois dans ma vie et j'ai commencé réellement à réfléchir sur les problèmes que je pouvais avoir. Donc, c'était un parcours de santé qui était chaotique et qui est devenu, on va dire, un peu plus maîtrisé, dans le sens où j'ai décidé, il y a quelques années, suite à mon hospitalisation, de poser mes valises pour pouvoir avoir un suivi de santé cohérent et important d'ailleurs, donc un suivi avec une psychiatre et une psychologue, donc un suivi aussi médicamenteux qui est adapté aux périodes de ma vie, à des périodes qui sont plus basses, des périodes qui sont plus hautes, ça dépend. Ces médicaments m'aident aujourd'hui à ce qu'on appelle une stabilisation, donc la possibilité de vivre mieux ses émotions et de vivre mieux avec son trouble. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. C'est ce qui me permet de mener mon projet depuis 1 an maintenant du mieux que je peux, et notamment entouré par ma famille qui me soutient énormément dans cet événement. Voilà, je pense que je vous ai un peu présenté cette pathologie. J'allais oublier, ça c'est important en fait, ce que j'ai retenu d'un de mes séjours en hospitalisation, c'est l'importance d'avoir les 4 piliers d'une chaise en fait, les 4 pieds d'une chaise. Donc ces 4 piliers, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête
à chaque instant de ma vie et qui me permet d'être équilibré du mieux que je peux. Donc ces piliers, c'est avoir un toit, une maison, se nourrir. Alors ça peut paraître bien bête comme idée, mais quelquefois on peut l'oublier. Le lien social avec les amis et la famille, et avoir un travail. Donc c'est ce qu'il faut. Ce que je me dis en fait, c'est à chaque moment de ma vie, c'est est-ce que j'ai ces 4 piliers? Est-ce que il y a un de ces thèmes-là que je tends à oublier, qu'il faudrait que je récupère un petit peu? Est-ce que la chaise se déséquilibre ou non? Et c'est pour moi aujourd'hui très important pour ma santé mentale en fait. C'est vraiment cette articulation-là que j'ai tout le temps. Voilà un petit peu pour ma pathologie et pour la manière dont j'essaie de la vivre au mieux. Alors, je préfère parler de santé mentale plutôt que de troubles psychiques parce que je trouve que c'est un terme un peu plus positif. Trouble psychique, tout de suite, on rentre dans le dur. Donc moi, ouais, je préfère avoir un élan plutôt positif aujourd'hui, quoi. On va passer à mon projet. Alors, donc c'est quelque chose d'important pour moi, ce projet. Je l'aurais jamais réalisé et je l'aurais jamais entamé si j'avais pas senti que j'étais stabilisé. Ça, c'est certain. Donc, toujours avec un suivi de santé important que je peux avoir aujourd'hui maintenant que j'ai posé mes valises à Guérande. C'est un projet qui a du sens, qui a énormément de sens pour moi et qui est, je pense, le plus authentique possible. Et je pense que nos générations, on est un peu dans cet état d'esprit-là de 20 ans, même 18 ans à 40, 50, même 60 ans. On est tous toujours un peu en recherche de sens et d'authenticité. Et c'est quelque chose qui me porte en fait aujourd'hui, tout simplement. Ça me porte parce que ça me permet de me réaliser déjà en tant qu'être humain, de me réaliser en tant que sportif et de mettre en avant un sujet qui aujourd'hui reste compliqué à aborder, la santé mentale, quoi, tout simplement. Ce projet, en fait, c'est une traversée de l'Atlantique en solitaire, sans assistance et sans communication. Donc, c'est une course qui débutera en septembre 2021, pardon, au départ des Sables d'Olonne, avec une escale à Santa Cruz et La Palma aux Canaries pour une arrivée à Saint-François en Guadeloupe. Donc ça, c'est un nouveau parcours. Précédemment, le départ se faisait de La Rochelle avec une escale aux Canaries et une arrivée en Martinique. Donc c'est départ des Sables d'Olonne comme la fameuse course du Vendée Globe. Donc c'est une ville qui a une empreinte maritime vraiment importante et il y a une atmosphère vraiment agréable. Cette course, c'est sur un petit bateau de 6,50 m, donc c'est tout petit. Donc justement, on est très confiné dans ces bateaux. C'est des bateaux qui demandent beaucoup sportivement, musculairement, et puis beaucoup mentalement aussi, parce que c'est des bateaux qui vont très vite. Donc on est souvent à haute vitesse, donc il faut réussir à gérer le stress, notamment quand on est au large et qu'il y a des grosses vagues et que le vent est plutôt soutenu jusqu'à 25-35 nœuds quelquefois. Donc c'est aussi un parcours de qualification. En fait, la course, la Mini Transat, c'est l'aboutissement, ça sera la concrétisation pour moi d'être au départ au Sables d'Olonne. Mais il y a des courses de qualification aussi cette année et l'année prochaine. Donc des courses de 2 à 3 jours qui peuvent aller jusqu'à 7 à 10 jours. Tout dépend des destinations en fait. Et il y a aussi un parcours de qualification hors course qui nous emmène jusqu'en Irlande. Pour moi, au départ de la Turballe, près de Guérande, redescendre jusqu'à l'île de Ré et remonter jusqu'à la Turballe. Donc c'est ce parcours de qualification, il est très important parce que c'est un parcours qui dure une dizaine de jours et qui nous confronte pour la première fois à une longue navigation au large, tout seul. On essaie de pas partir avec des copains
Et donc, on est confronté un peu à cette solitude à ce moment-là. Et c'est ce qui nous entraîne aussi pour la suite, pour mieux naviguer, gérer mieux son sommeil, mieux préparer aussi le bateau. Donc, c'est vraiment un parcours très important. Et il y a aussi dans ce projet un aspect très important, c'est le fait que j'ai intégré un pôle d'entraînement à la Turballe, qui s'appelle le pôle d'entraînement Mini 650 La Turballe, et qui regroupe une quinzaine de coureurs. Donc ça crée une émulation importante. Ça nous permet de nous entraîner régulièrement toutes les 2 semaines quand on a le droit de naviguer. On n'a pas le droit de naviguer encore en ce moment, mais on espère bientôt. Et c'est aussi un endroit où on se prépare physiquement avec une coach sportive qui nous prépare physiquement. Et on a aussi des cours théoriques qui abordent un peu tous les sujets de la navigation, à la météo, à la préparation des bateaux techniques, à la nutrition, à la gestion du sommeil et plein d'autres choses que j'oublie sûrement. Mais en tout cas, c'est un pôle assez complet où l'apprentissage théorique et pratique est vraiment important. Excuse-moi Blaise, je te coupe. Oui. Du coup, les autres skippers qui sont avec toi à ce pôle, ils participent aussi à la mini transat? Oui, alors là, pour l'essentiel, ils sont tous engagés pour faire la prochaine mini transat, ouais. Ok. Donc on est tous dans le même objectif. On a tous le même objectif et ça crée vraiment une émulation de groupe importante, quoi, que ce soit pour les navigations ou pour la préparation des bateaux, on est tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, je remercie ce pôle d'entraînement d'avoir été créé parce que ça permet de ne pas être tout seul, de compléter ces lacunes, parce qu'on a forcément des lacunes aussi sur certains thèmes de la préparation du bateau ou en navigation même qui nous permettent d'être un peu meilleur à chaque fois, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le projet sportif. Ce projet, il n'aurait pas de sens et il n'aurait pas lieu d'être s'il n'y avait pas une envie de solidarité et un engagement de ma part. C'est-à-dire que faire la mini pour faire la mini, juste la compétition, c'est en quelque sorte quelque chose déjà de super. Mais moi, j'avais besoin d'apporter du sens, beaucoup de sens à ce projet, et notamment en essayant à ma manière et à mon niveau de parler des troubles psychiques. Une manière, peut-être, j'espère, un élan de solidarité aussi pour montrer aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale, comment dire, de ne pas se décourager et de croire en leurs rêves, en leurs envies, en se disant qu'avec un suivi régulier de santé, tout est possible et on peut réussir à vivre mieux avec sa maladie. Pas la nier, c'est pas le but, parce que c'est des maladies qu'on a jusqu'au bout de sa vie, malheureusement. Mais ouais, réussir à vivre avec et à faire en sorte que la vie soit plus douce, en fait. Contrairement à ce qui peut arriver avant, qu'on n'a pas de suivi et qu'on est en plein dans la maladie et qu'on n'arrive pas à la gérer. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important. Ne pas se décourager, parce que moi, ça m'est arrivé de me décourager, bien sûr, à travers mes expériences de vie, quelquefois, je vais pas dire désastreuses, mais assez compliquées. Et je me suis dit que si je pouvais essayer de transmettre ça aux autres, aux personnes qui sont directement impactées et touchées par la maladie, que ce soit les malades en eux-mêmes ou leurs proches et leurs familles, ça pouvait être génial. Donc c'est aussi cette envie-là qui me pousse aujourd'hui à faire cette mini transat. C'est aussi un projet engagé, parce que j'ai décidé à travers ce projet de rendre ma maladie publique. Donc j'ai fait une sorte j'appelle ça un coming out de la maladie psychique. Donc j'ai annoncé, j'avais déjà annoncé à mes amis, enfin mes proches étaient au courant déjà, mais j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que j'avais une maladie, que ça avait pas forcément été évident jusqu'à il y a quelques années, mais que ça allait de mieux en mieux et que j'allais vers la stabilisation. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est pour moi un geste fort.
qui, qui me renforce, pas qui me, ça me subjugue pas, c'est pas ça, c'est pas ça le terme, mais ça me permet aujourd'hui de vivre plus sereinement, de me développer aussi en tant qu'être humain, plus en accord avec moi-même en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais, en accord avec moi-même. Donc ça a pas été forcément très facile à dire. J'y ai beaucoup réfléchi, notamment parce que il y a encore aujourd'hui beaucoup de préjugés sur ces maladies et des mauvaises informations, je pense. Et donc j'espère qu'avec cet engagement, ça permettra de libérer les paroles aussi et de faire en sorte que ces maladies soient de mieux en mieux acceptées et aillent aussi vers l'inclusion dans notre société actuelle. Et c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé depuis le confinement aussi, parce que ça rejoint un peu toutes les questions que les gens peuvent se poser aujourd'hui sur le sens de la vie. Et bah, moi, ma vie, elle a du sens aujourd'hui parce que j'ai réussi à dépasser quelque part ma maladie, à l'annoncer publiquement. Et donc, c'est ce qui me construit tous les jours. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le projet. Donc, c'est un projet ambitieux. Il faut se le dire. J'ai pas choisi la facilité, mais j'ai jamais choisi la facilité, donc je pense que tout va bien se passer, quoi. Tu voulais dire, Adeline? Non, 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 je te laisse continuer. Ok. Donc ce projet, je l'ai lancé en avril 2019, donc ça fait un peu plus de 10 mois maintenant. Donc c'est grâce à une association qu'on a créée qui s'appelle Bébé Selling Voix les différences, qui a permis de structurer le projet vraiment et qui permet d'en être là aujourd'hui. Et je tenais à profiter de ce live pour remercier tous les membres de Bébé Selling Voix les différences, les membres du bureau, ils se reconnaîtront, et aussi les membres tout court, qui sont aujourd'hui plus de 100, à me soutenir dans ce projet. Alors cette association, elle a pour but, comme je le disais précédemment, de me soutenir jusqu'à la Mini Transat 2021, mais c'est aussi pour moi l'occasion, et j'espère dans un futur proche, de faire naviguer des personnes en situation de handicap psychique. C'est important pour moi de pouvoir partager ça avec d'autres personnes en situation de handicap, notamment avec des jeunes et des moins jeunes aussi. Il n'y a pas que les jeunes dans la vie. Et donc, on a commencé à développer une collaboration avec une association qui s'appelle Art Rock, qui a des centres en Ille-et-Vilaine, qui accueille des jeunes qui ont des troubles du comportement. Donc, on va essayer à terme de les faire venir dans le projet, et j'espère de pouvoir les faire naviguer sur, peut-être pas mon bateau parce qu'il est trop petit, mais sur d'autres bateaux pour essayer de leur faire partager mon goût et le goût de la navigation, et essayer que ça puisse peut-être, qui sait, développer des envies chez eux, quoi. Et donc ça c'est la première chose. Donc c'est 10 mois de travail assez acharné. Je vous avoue que j'ai passé quasiment tout mon temps sur le projet, en partant d'un dossier de partenariat, en essayant de travailler mon discours et en essayant aussi de démarcher le plus possible d'entreprises qui pouvaient et qui seraient susceptibles d'être intéressées par le projet sportif, solidaire et engagé que je mène. Et donc ça aboutit par une rencontre avec Franck Dutil de Job in Live et son équipe. Alors Franck Dutil, que je remercie d'ailleurs, j'y étais un peu au culot en fait. C'est un contact qui m'avait transmis son numéro de téléphone. Donc ouais, je l'ai appelé au culot et puis je lui ai présenté mon projet. Et j'ai eu le sentiment dès le premier coup de téléphone que il s'y intéressait en tout cas. On a passé une vingtaine, si ce n'est pas une trentaine de minutes à discuter.
Et donc, les choses se sont faites assez rapidement. L'engagement s'est fait aussi assez rapidement. Et heureusement que le groupe Job in Live est arrivé dans le projet. Parce que si j'avais pas eu ce soutien de dernière minute, ça aurait été un petit peu plus compliqué financièrement. Voilà, donc c'était vraiment un beau moment ce baptême qui a eu lieu le 14 mars de souvenir. Je sais plus si c'était le 14, ouais, c'était le 14. Oui. C'était suite à un chantier que j'ai fait au Questi pour le décorer aux couleurs de Job in Live. Donc c'est un bateau avec lequel je me sens bien. Les couleurs me vont bien aussi. C'est gai, c'est joyeux. Et donc c'était un moment, vraiment un moment de partage et j'étais assez ému en fait de ce partage à ce moment-là. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'ai pas été très long dans mon discours parce que j'ai essayé de dire l'essentiel. Mais en tout cas, il y avait une cinquantaine de personnes. C'était juste avant le confinement. On s'était longtemps posé la question de savoir si on allait maintenir ce baptême. Et puis finalement, on s'est dit on y va. On risque rien. Et puis ça va être quand même un bel événement. Donc la concrétisation de 10 mois de travail, bah, c'est vraiment ça. C'est 10 mois d'entraînement déjà sur le bateau, 10 mois de recherche de partenaires, 10 mois à essayer de communiquer au travers de différents médias sur le projet et 10 mois à rencontrer beaucoup de personnes qui accueillaient vraiment le projet de manière bienveillante. Et ça a été très important aussi pour moi. La bienveillance, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et j'espère qu'il y en aura toujours autant tout le long du projet. Blaise, juste une question. Tu recherches Oui. encore des sponsors actuellement ou ton budget, pardon, Alors oui, on a réussi à sécuriser une partie du budget, mais il reste toujours de la place pour des partenaires. S'il y a des partenaires, des entreprises qui seraient intéressées pour s'investir dans ce projet, il y a toujours de la place. J'ai pas totalement bouclé le budget en fait. Voilà. C'est un budget, juste pour vous donner une ordre d'idée, le budget de fonctionnement sur les 2 années, il est de 80 000 euros. Donc c'est pour moi un gros budget, mais c'est peut-être ça peut être pour des entreprises un investissement intéressant, je pense. Voilà. Donc ouais, mais en tout cas, le budget que j'ai aujourd'hui me permet de me dire que je serai au départ. Ok. Ah, un mode question a été activé. C'est ça. Donc, tu as quelques questions. Alors, sans vouloir être intrusif, bonjour Blaise, bonjour Antoine. Mais pour mieux comprendre, pouvez-vous nous dire comment s'expriment vos crises? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident à expliquer, même moi aujourd'hui, quelquefois je peux avoir du mal à l'expliquer, notamment parce que quand je suis dans la crise, je me rends pas forcément compte de tout ce que je fais. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une gestion, c'est des émotions en fait qui deviennent débordantes. C'est comme s'il y avait pas de soupape en fait. Ça peut être déclenché par divers événements, une rupture amoureuse, une perte d'emploi, un désaccord profond et important avec un ami. Enfin, les signes, les déclencheurs sont multiples. Donc ça, c'est la première chose. Après, en soi, comment s'exprime la crise? C'est comme si je pouvais plus maîtriser mes émotions et que je perdais complètement pied avec la réalité, que j'avais plus aucune notion du réel et de ce que je vis. Et ce qui fait que je peux avoir des comportements à risque. Alors je dirais plutôt je pouvais parce que ça fait quelque temps que j'en ai pas eu. Mais des comportements à risque, ça peut être des consommations d'alcool un peu trop élevées, ça peut être aussi une tentative de suicide,
ça peut être une rupture de lien avec ses proches, avec sa famille, un renfermement sur soi, toutes ces petites choses qui font qu'on décroche avec la réalité et qu'on n'est plus trop à même de se gérer soi-même en fait. Et c'est à ce moment-là qu'intervient l'hospitalisation en général. C'est le moment où on se l'avoue, où il faut se l'avouer et l'accepter, qu'on a besoin d'aide et qu'on a besoin de se poser, de se calmer et de reprendre le dessus sur les émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Voilà. Alors, comment avez-vous fait face à la solitude lors de l'hospitalisation? Ça, c'est une bonne question. Bah, au départ, la solitude en hospitalisation, on la vit complètement parce qu'on est en crise. On est encore en crise, le temps de se calmer. Donc, on la vit pas forcément bien. Les 3-4, les premiers jours, on va dire jusqu'à la première semaine, sont assez durs parce qu'on se retrouve hospitalisé tout simplement. On se dit qu'on est malade. On est face à son trouble en fait. Mais après, rapidement, la solitude, ça devient un sujet secondaire parce qu'on est au contact avec beaucoup de malades qui ont différents problèmes dont on parle d'ailleurs. Donc la parole se libère et ça permet justement d'avancer dans sa thérapie et d'avancer dans son soi en fait et dans la manière qu'on a d'appréhender nos maladies multiples et variées. Ça peut être de la bipolarité, ça peut être de la schizophrénie, ça peut être des troubles du comportement, ça peut être plein de choses différentes, des troubles de la personnalité borderline comme moi. Donc, au final, la solitude, on la vit plus trop parce qu'on se retrouve tous ensemble à lutter ou en tout cas à essayer de vivre avec sa maladie et à essayer d'être bien avec soi et d'être bien avec les autres et de se faire du bien à soi aussi et de se faire du bien avec les autres. Donc voilà, la solitude en hospitalisation, elle est présente au début. Après, il y a forcément des moments en hospitalisation où on a le moral qui tombe un peu, mais on est vite repris parce qu'on est bien entouré, on est dans une sorte de cocon, on est entouré par les médecins, on est entouré par les proches qui nous rendent visite aussi. Donc ça, c'est très important. Donc on va aborder le confinement. Alors le confinement en mer et le confinement à terre. Alors c'est deux choses bien sûr qui sont complètement différentes. Le confinement en mer, il est voulu, on l'envie, il est souhaité et on l'a préparé. Alors que le confinement à terre, c'est quelque chose d'assez brutal, qui a été assez brutal, en tout cas pour moi, et je pense aussi pour beaucoup de monde. Et c'est quelque chose qui est subi, donc on est un peu limité dans nos libertés. Et c'est vraiment il y a vraiment un opposé entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'en mer, on est libre, on est vraiment libre, même si on est tout seul sur son bateau. On arrive à vivre cette solitude et ce confinement de manière beaucoup plus sereine, même si quelquefois il y a un peu de stress avec la haute vitesse, mais globalement, c'est quelque chose d'assez agréable. Quand je suis en mer, je vais d'abord vous parler de mon confinement, du confinement que je pense être quand je suis en mer, et après du confinement à terre qu'on a subi. Quand je suis en mer, il y a déjà cette notion de liberté qui est présente. Donc, on respire l'air marin. Certes, quelquefois, on est dans son bateau, on mange, on dort et l'espace est réduit, mais on essaye de le vivre au mieux, notamment la solitude. Et c'est à ces moments-là que j'essaie de me remémorer les 4 piliers dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, les 4 piliers, un toit, le travail, le lien social avec les amis et la famille,
et se nourrir. Il y a un des piliers en mer qui peut peut-être nous déséquilibrer et qui est le fait de pas d'être seul en fait, la solitude et de pas avoir de lien social. Donc moi, ma manière de gérer ce pied de chaise qui manque, c'est tout simplement quand on est en course sur 2-3 jours ou même pendant la transat, ça peut nous arriver de croiser des concurrents, c'est de pouvoir discuter régulièrement avec des concurrents par radio VHF. Donc ça, c'est important. Ça permet d'avoir un semblant de lien social, on va dire, de discuter de la pluie ou du beau temps, de dire comment on va et d'avoir une discussion sympa. Et c'est aussi une préparation avec des podcasts. Ça c'est ce à quoi j'ai pensé. C'est des petites paroles de proches qu'on pourrait écouter en fait avec des écouteurs tout simplement, qui nous rapprochent un peu de nos amis, de la famille, des petits messages qui peuvent dans les moments durs, parce qu'il y a forcément des moments durs aussi, qui peuvent nous redonner un peu le moral. Donc je pense, c'est un point important. Après, moi, la solitude en mer, je l'ai jamais mal vécu. J'ai été maximum 10 jours en solitaire, et en 10 jours, c'était pas en course, mais je me sentais bien avec moi en fait. Pour moi, la mer, j'aime à dire que ça se rapproche d'une sorte de thérapie. Je me sens bien avec moi, je me sens libre, j'arrive à m'occuper du bateau, j'arrive à me gérer moi, et c'est quelque chose qui est fondateur en fait dans le fait que j'ai décidé de jeune de partir faire du bateau. Après, ce qui est important en mer aussi, c'est la routine. Alors, il y a un entraîneur, il y a quelques années, quand j'étais à Lorient, qui nous disait l'importance des 4 R. Alors, les 4 R, c'est faire sa route sur le bateau, en course, hein, bien sûr, faire sa route, le régler, les repas et le repos. Donc ça instaure déjà, ça met dans le bain, ça instaure une certaine routine qu'il faut essayer de tenir pendant tout le temps de la course en fait. Et pour moi, la routine, c'est aussi, elle est aussi réglée par le réveil. On dort très peu en fait. On dort par tranche de 20 minutes, mais ma routine, elle commence par là, par bien se réveiller, faire sa toilette, regarder si tout va bien, l'importance des repas à heure fixe, essayer de faire en sorte de ne pas oublier de manger, de ne pas oublier de dormir, de se reposer, de régler le bateau, de faire sa navigation, et après de toujours aussi trouver des petits moments à soi où on décroche un peu de la course, où on se déconnecte, quelquefois pour faire tomber la pression, quelquefois pour se calmer après une mauvaise manœuvre ou après un vrac, on appelle ça. C'est essayer de déconnecter un petit peu. Donc moi, c'est comme beaucoup, ça va être la musique, ça va être les podcasts aussi, et ça va être, j'espère, de la lecture. On aura le temps de lire, notamment sur la transat, où quelquefois on a des longues journées où on ne navigue, où on ne manœuvre pas en fait. On navigue toujours, bien sûr, mais on ne manœuvre pas. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que cette routine-là, chaque navigateur et chaque coureur en a une différente. Ce qui sera important pour moi, ça sera de bien gérer mon sommeil. Et d'ailleurs, avec le pôle d'entraînement, on va avoir quelques cours sur la gestion du sommeil. On espère l'intervention d'un médecin à ce sujet-là. Et on va essayer d'analyser un peu nos rythmes d'endormissement, en fait. Voilà. Donc, je pense que j'ai dit l'essentiel sur le confinement en mer. Alors, le confinement à terre, je passe donc au confinement à terre. C'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Comme je disais tout à l'heure, il est subi et c'est quelque chose aussi de brutal. Comment dire? L'important,
pour moi, c'est d'essayer de retrouver la notion de plaisir, en fait. Comme on est contraint, forcé, on doit avoir une attestation pour sortir, comme dans les années 40. Enfin, c'est pas très agréable, on va dire. Donc la notion de plaisir, il faut qu'elle reste importante. Et pour moi, la notion de plaisir dans ce quotidien, c'est le sport. Je prends beaucoup de plaisir à faire du sport, même si certains jours c'est un peu plus difficile de se bouger parce qu'on est moins motivé. Mais bon, j'essaye quand même d'avoir d'avoir ce rythme-là. Et ça passe aussi par les repas, se faire une bonne tambouille. J'adore manger, j'adore bien manger. Quelquefois un peu trop, c'est mon petit défaut. Mais personne n'est parfait. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est aussi pour moi mon projet, en fait. C'est à travers ce projet, je prends beaucoup de plaisir. Et donc, je passe pas mal de temps à travailler sur le projet. Je vais vous montrer un petit peu ma journée type. Donc voilà, la routine. La routine à terre. Alors j'ai essayé vraiment de la structurer un maximum pour ne pas me laisser aller. Ça peut être facile dans cette période, même si on sort dans pas longtemps du confinement, mais ça pouvait être facile de se laisser un petit peu aller. Donc je me suis dit, déjà ton médecin, ta psychiatre, elle te dit quand tu vas pas bien, il faut pas se lever après 9 heures. Donc se lever vers 8 heures, c'est déjà très bien pour un bon équilibre, pour un bon équilibre psychique. Donc ça, j'ai essayé tous les jours de me réveiller aux alentours de 8 heures, quelquefois un peu plus tôt, quelquefois un peu plus tard. C'est quelque chose de très important. J'insiste dessus. S'il y a des personnes qui ont des maladies psychiques et qui ont des périodes un peu de déprime ou de grosse dépression, se lever, c'est important. Et se lever pas trop tard, c'est très important aussi. Ça s'enchaînait par de la course à pied, donc tous les jours, je cours 45 minutes. Donc en fait, moi j'ai le droit, avec mon statut de handicapé, j'ai eu le droit à pas un relâchement, mais j'arrive pas à trouver mon mot, à un, un assouplissement du confinement. C'est-à-dire que j'avais le droit de sortir plus d'une heure et à plus d'un kilomètre de chez moi, pour quelque raison que ce soit. Donc je me suis senti un petit peu avantagé pendant cette période. Donc ça m'a permis d'aller faire ces courses à pied un peu plus loin que prévu. Donc ça, très important. Un petit déjeuner au retour de la course à pied. L'appel des proches, vraiment important aussi. Je me rends compte que on s'est beaucoup plus appelé avec ma mère, mon père, ma sœur, mon frère. Et c'est quelque chose qui est quelque part assez rassurant dans cette période qui a été plutôt anxiogène et qui l'est toujours un petit peu quand même, de se rapprocher de sa famille. C'est quelque chose qui a été très agréable. Donc j'essaye de passer, on va dire, une heure, quelquefois une heure et demie avec les proches au téléphone tous les jours, en discutant un peu de tout, de moi, comment je vais, qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis. Et après, mes matinées, elles sont aussi rythmées par le travail théorique. Comme on peut pas naviguer, ben on essaye j'essaye de naviguer comme je peux. Donc ça va être de la préparation de navigation, des cours météo. Certains jours, on a des lives. On essaie d'avoir un live par semaine avec notre entraîneur qui nous fait des cours sur la météo principalement et sur la préparation de navigation. Et là, notamment, je pense que la première chose que je vais faire au déconfinement, c'est naviguer sur mon bateau et essayer de faire mon parcours de qualification hors course, donc qui m'amènera jusqu'en Irlande et redescendre jusqu'à l'île de Ré et revenir à la Turballe. Et donc c'est un parcours comme ça se prépare, notamment au niveau des points qu'on a à atteindre sur le plan d'eau. Ça se prépare aussi physiquement parce que le bateau il demande quand même beaucoup, il demande beaucoup d'énergie, donc ça c'est important pour moi. C'est ce qui me motive aussi tous les jours à faire un peu de sport. Et les préparations météo aussi, quelque chose de très important, savoir
quand est-ce qu'on part, dans quel système on va partir, comment gérer les éléments qu'on peut avoir à bord. Voilà, donc c'est un petit peu ce quotidien-là. Et après, donc un repas aux alentours de 13-14 heures. Un moment de relaxation, ça c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais en hospitalisation. La relaxation, alors ça peut être du yoga, j'ai fait du yoga une certaine période, ça peut être de la sophrologie. Moi actuellement c'est au repos, écouter de la musique classique pendant 1 heure, ça me fait du bien, je me recentre un peu sur moi et sur ce que j'ai à faire, ce que je pense, ce que je ressens. Très important, la relaxation, je pense. Après, de nouveau du sport, renforcement musculaire. Donc ça, on a une coach qui nous envoie des exercices à faire toutes les semaines. Donc j'essaye de faire entre 45 minutes et 1 heure de renforcement musculaire tous les jours. Du travail administratif lié à mon projet. Ça, c'est important aussi. Donc, régler les factures, faire des courriers, envoyer des mails. La gestion des réseaux sociaux qui m'occupe aussi pas mal. Et tous les 2-3 jours, je vais sur mon bateau, voir s'il va bien, essayer de travailler un petit peu dessus sans trop abuser non plus. Et à rajouter à ça aussi une course à laquelle je me suis inscrite, qui est une course virtuelle, qui s'appelle la Transat AG2R virtuelle. Mais c'est une course très intéressante parce que ça me permet de travailler ma météo justement et mes routages en fait, là où je vais. Donc très instructif pour les prochaines navigations. Donc c'est assez course, c'est assez marrant quoi. Oui, Adeline. Excuse-moi, je te coupe. T'échanges aussi avec d'autres skippers avec cette course virtuelle? Pardon? Est-ce que tu échanges avec d'autres skippers pendant cette course virtuelle de la Ouais, G2? on est plusieurs du pôle d'entraînement à s'être inscrits dessus. Donc tant qu'on peut pas naviguer en vrai, on essaie de se tirer la bourre virtuellement. Donc c'est assez sympa. Et on échange pas mal là-dessus, ouais. Ouais, c'est plutôt chouette. Moi, C'est j'aime une bien en course tout cas. qui devait avoir lieu en fait au mois d'avril. C'est ça, ouais, c'est une course qui a été annulée Ok. et donc tous les coureurs en Figaro se sont retrouvés, tous les coureurs pro se sont retrouvés à la faire virtuellement. Voilà, donc c'est assez marrant quoi. Ça rend les cours théoriques de navigation et de météo un peu plus ludiques. C'est ça. Et des nuits blanches peut-être. Au début, ouais, j'ai fait des nuits blanches. Après, j'ai appris à manier le jeu, donc il y a une fonction pilote automatique et manœuvre qu'on peut déclencher automatiquement sans avoir à se réveiller, donc ça c'est pas mal. Mais ouais, au début, j'étais à fond dedans et je me réveillais toutes les 3 heures pour regarder si mon bateau allait le plus vite possible et au bon endroit, donc c'était. Après, je me suis un peu calmé quand même. Mais c'était un bon exercice de réveil pour les courses en mini, quoi, et Ouais. pour la navigation réelle. Et la météo peut-être aussi. Et la météo aussi, ouais, tout à fait. Et puis, donc voilà, et puis voilà un peu ma journée routine, avec le soir, je me consacre plus à des films ou un peu de lecture et à me confectionner des bons petits repas. Et j'essaie de me coucher pas trop tard, vers minuit, minuit et demi au plus tard, quoi, quelque chose comme ça. Donc, cette routine à terre pendant le confinement, elle a été vachement importante pour moi. Alors, je vous avoue que je suis pas infaillible, que cette routine type, je l'ai plutôt bien respectée, mais qu'il y a des jours, le moral est un peu moins bon, la motivation est un peu moins forte, donc on essaie de s'adapter. J'essaye de m'adapter comme je peux. Quand les baisses de morale arrivent, je me remémore tout le plaisir que j'ai à naviguer. Ça, c'est important. J'essaye de plus discuter avec mes proches par téléphone. Et je me rappelle aussi, j'essaie de relativiser en pensant aux périodes un peu plus sombres de ma vie que j'ai pu vivre, notamment mes périodes pré-hospitalisation et périodes aussi hospitalisation qui sont pas forcément faciles. Et donc ces moments-là, ça permet de relativiser. Et puis je me dis aussi, ça c'est mon père qui m'a appris cette philosophie qui est demain est un autre jour.
Donc j'essaye un peu de me dire tout simplement que c'est une mauvaise journée, mais que ça va pas durer, quoi, et que l'important c'est que le lendemain soit meilleur. Voilà. Donc ça c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Alors après, je pense que chacun a essayé aussi à sa manière de vivre son quotidien du mieux possible. Le mien, c'est un titre d'exemple, hein. Après, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais déjà, je pense que le réveil à 8 heures, le sport, de l'exercice, bien manger et se relaxer un peu de temps en temps, c'est cool. Ça fait du bien et on se fait plaisir. Voilà un peu pour le confinement. Bon, c'est pas non plus hyper agréable, hein, je l'accorde, hein, c'est même pas forcément, c'est même désagréable ce confinement, mais on tient le bon bout. Alors le thème du déconfinement, on peut faire un parallèle intéressant entre le confinement quand on est en course et le retour à terre. C'est quelque chose, c'est le slide sur lequel j'ai essayé de travailler le plus possible, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément descriptibles quand on est en mer, notamment la notion de liberté. Quand on est en mer, on est vraiment déconnecté du réel. On vit avec l'océan, on vit avec le lever du soleil, avec le coucher du soleil, avec le vent qui se renforce ou qui faiblit. On vit avec les belles choses qu'on voit au quotidien, avec la sensation de glisse, avec l'adrénaline. Donc on est vraiment dans un monde à part, dans un autre monde. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien, qui me fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça que j'essaye le plus possible d'être en mer. Le retour à terre, ça a été la thématique dans ma vie, pas forcément en course, mais dans ma vie, la problématique la plus compliquée en fait, parce que quand j'étais skipper pro, par exemple, je partais longtemps, donc je coupais un peu le lien social avec ma famille et mes amis. J'avais l'impression sur le bateau d'avoir des amis, ce qui était le cas le plus souvent, mais ça remplace pas les vrais amis et la famille. Donc le retour à terre, pour moi, à cette période-là, quand j'étais skipper professionnel, c'était un long moment à terre de remise en question. C'est-à-dire pourquoi je suis là, pourquoi je suis à terre, qu'est-ce que je fais à terre, j'ai envie de repartir. Et c'est un peu le problème du marin, on va dire, c'est que quand il revient à terre, il n'a pas forcément envie de revenir à terre parce qu'il se trouve très bien en mer. Mais j'essayais de faire au mieux. Et moi, ce qui était important à ce moment-là, c'était de retrouver mes repères chez moi. Alors, au début, un peu solitaire encore, et en essayant de me reconnecter, entre guillemets, le plus lentement possible avec la Terre et avec les autres. Il faut savoir que passer de la solitude à ce qu'on peut appeler la sursollicitation, je pense que c'est peut-être un peu exagéré, mais pas tant que ça. C'est un peu agressif, quoi. Ça peut se ressentir comme une agression. Et donc moi, la meilleure manière que j'ai de vivre ce retour-là, c'est quelque part de me réenfermer. Ça va être un reconfinement, mais de me retrouver déjà la première semaine, on va dire, avec moi-même, essayer de retrouver mes habitudes pour après m'ouvrir petit à petit au monde et me réouvrir aux autres et raconter mon histoire et mes expériences et tout ce que j'ai pu vivre aussi quand je suis en mer, tout simplement. Donc ça peut être un choc. Je l'ai vécu auparavant comme un choc quand j'étais skipper embarqué à plein temps. Là aujourd'hui, avec le quotidien que j'ai,
où j'ai posé mes valises, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un suivi de santé important et ma famille que je vois plus souvent, mes proches aussi. Donc avec ce pied de la chaise qui est plus présent, ça m'est beaucoup plus facile en fait, parce que j'ai ces repères aujourd'hui que je n'avais pas il y a même 10 ans de ça, quoi. Donc c'est aujourd'hui le passage à terre se fait de manière beaucoup plus douce, je trouve. Tout ça parce que j'ai ce lien social qui me raccroche à quelque chose. Voilà. Donc c'est un peu ce que je pouvais dire sur le déconfinement. Après, là, ce qui va être important pour moi pour le déconfinement, c'est savoir si on va pouvoir naviguer, parce que là, ça fait quand même 2 mois que l'on ne navigue plus et ça commence à faire beaucoup, donc on va devoir réapprendre tous les gestes qu'on a à faire sur nos bateaux, sur les manœuvres et toutes ces Tu as un petites... peu navigué avec le bateau après le baptême? Pardon? Est-ce que tu avais pu naviguer un peu avec le bateau après le baptême? Le lendemain, oui. Ok. Le lendemain, on a fait un entraînement. Bah, la photo qui est du baptême, là, à droite, ça, c'est le lendemain du baptême. Donc, on a fait une journée de navigation assez intense. On a fait beaucoup de manœuvres. Il y avait 25 nœuds de vent, 25 nœuds de vent. Donc, on a fait du près, du portant, du speed, du Jenaker. Là, j'étais en double sur le bateau et ça s'est hyper bien passé. C'était super agréable, quoi. Et puis, ça fait plaisir à la fin d'avoir une photo d'une de mes compagnes de navigation d'entraînement qu'elle avait pu prendre sur le plan d'eau, quoi. Donc, c'était vraiment chouette. Maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est Il n'y a ça. plus qu'à. Il n'y a plus qu'à retourner s'entraîner. Voilà. Et je bascule sur mon programme après tout ça. Le programme, comme je pense, vous pouvez l'imaginer, le programme, il a été très impacté par la crise sanitaire du Covid-19. Je devais faire pas mal de compétitions de avril jusqu'à juillet de cette année 2020. Et en fait, là, toutes les courses ont été annulées. Cette année, les courses, enfin en tout cas, la FFV a communiqué à ce sujet-là, la Fédération française de voile a communiqué à ce sujet-là en disant que les compétitions et les rassemblements sportifs en voile ne pourront reprendre qu'à partir de début août. Donc, on croise les doigts et je croise les doigts. J'espère que ça sera vraiment le cas. Donc, pour pallier à ça, déjà, je vais essayer de naviguer, de faire ma qualification hors course. Okay. Donc, cette fameuse qualification seule jusqu'en Irlande et en passant l'île de Ré, retour à la Turballe. J'espère la faire le plus tôt possible. Si court en juin, on a le droit de partir plus d'une journée en navigation, bah, à ce moment-là, je le ferai à ce moment-là. Faut savoir que c'est une navigation d'une dizaine de jours. Donc, la période la plus propice, c'est entre début juin et mi-juillet, fin juillet. Donc ça, c'est la première chose. C'est très important pour moi. Ça sera un gros morceau du projet qui sera réalisé quand j'aurai fait cette qualification hors course. Et il y a aussi, il va peut-être y avoir quelques courses qui vont être organisées à partir de début août, et ce jusqu'à la première semaine ou deuxième semaine d'octobre. Donc pour cela, on attend le positionnement de notre association de classe qui s'appelle la classe mini, qui va essayer de réorganiser tout le programme de course et essayer de créer des nouvelles compétitions sur ce laps de temps qui est beaucoup plus condensé. Donc je pense qu'on va être beaucoup sollicité à partir de fin juillet. Et j'ai mon petit doigt qui me dit que je vais passer pas mal de temps au Sable d'Olonne, notamment pour faire une course qui s'appelle les Sables, les Açores, les Sables. Alors ça sera peut-être pas les Açores à cause des frontières par rapport au Covid-19, mais ça sera en tout cas une course au large assez longue d'une dizaine de jours avec escale. C'est une course Voilà, pour les qualificatifs? voilà, c'est des courses qualificatives. Alors ça, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais donc pour faire la mini transat, pour avoir le droit d'y participer, il faut faire son parcours de qualification hors course, Okay. donc le fameux parcours en Irlande, et il faut faire
1500 milles en course. Donc ça représente un minimum de 5-6 courses sur 2 ans. Moi, mon objectif, c'est d'essayer de réaliser une dizaine de courses sur les 2 années. Alors là, peut-être cette année, ça sera un peu moins. En tout cas, j'espère au moins 3 courses pour pouvoir être qualifié le plus rapidement possible et pour avoir ce poids en moins sur les épaules et essayer de me focaliser sur le sportif principalement, quoi. Donc, j'espère à la fin de l'année avoir fait ma qualification hors course et avoir fait une partie de mes qualifications en course. J'aurais peut-être pas fait toute ma qualification en course, mais auquel cas je finirai ces qualifications hors course sur le programme de l'année 2021. Avec l'année 2021, donc j'espère que la situation sera revenue à la normale. Et là, il y aura beaucoup de courses. La première, ça sera la Lorient-Bretagne Sud Mini en double, au départ de Lorient. Après, une course en solitaire en avril, aussi la Pornichet Select, la Mini en mai. Le Mini Fastnet aussi, qui est une course en double qui nous amène jusqu'en Irlande. La Trans-Gascogne en juillet, qui est une course de préparation à la Mini Transat. Donc, on embarque tout le matériel qu'on va embarquer sur la Mini Transat pour tester un peu le bateau dans cette configuration et pour tester un peu le bonhomme, voir si on est bien avec le bateau. Et puis, enfin, la Mini Transat en septembre-octobre 2021. Voilà un petit peu ton programme. Le programme et ce que je pouvais partager avec vous de mon projet. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. Est-ce que l'on pourra suivre la course sur une application ou sur Internet avec un site en particulier? Alors, Guillaume, oui, les courses, on peut les suivre sur Internet. Alors, en général, il faut aller sur un site Internet qui s'appelle ClassMini, classmini.org ou .com, je ne sais plus. Et sur ce site, il y a toutes les courses qui sont répertoriées avec le site des courses. Et sur ces sites de courses, il y a le positionnement des bateaux quasi en temps réel pendant toute la durée des courses. Et donc ça, c'est quelque chose qui est super parce qu'on peut suivre à terre là où on est le bateau. Et après, sur la Mini Transat aussi, il y aura un site dédié. Il y a un site dédié qui s'appelle Mini Transat laboulangère.com, un truc comme ça, et qui permet de suivre en temps réel ou quasi en temps réel le positionnement et d'avoir le suivi de tous les bateaux sur la course. Avez-vous déjà fait naviguer d'autres personnes fragiles psychiquement à renouveler? Alors pour le moment, non, c'est ce que je disais, c'est un des projets de Bébé Sailing Voile et Différence, de l'association, notre association qu'on essaie de porter, de mettre en avant. C'est de faire naviguer des personnes qui ont des troubles du comportement ou des troubles psychiques et des troubles psychiques. C'est un projet. Après, faut se dire que la crise sanitaire a un peu coupé toutes les dynamiques qui avaient été entamées, notamment avec l'association Art Rock. Mais je pense que ça se fera à plus ou moins long terme, en tout cas. Et j'espère que ce sera une bonne expérience et qu'on pourra la renouveler parce que pour moi, c'est vraiment important de pouvoir partager ce projet avec ses enfants ou ses jeunes adultes ou ses adultes en situation de handicap psychique. Avez-vous eu des difficultés pour trouver des pièces pour votre bateau? Myrtille. Alors Myrtille, des pièces. Il y a des pièces qui sont un peu custom, qui sont un peu faites maison. Donc l'essentiel des pièces, c'est le chantier en fait qui me les a fournies. Après, il y a des pièces que j'ai pu faire avec un ami, par exemple mes supports de panneaux solaires qui sont en carbone. Ça, c'est vraiment des pièces adaptées au bateau. Et auquel cas, quand c'est des pièces adaptées au bateau, on les fait main, on les fait maison. Donc, quand on a des difficultés à trouver des pièces, soit je les fais avec d'autres personnes qui m'aident, soit je les fais faire par des prestataires compétents dans le domaine. Mais globalement,
Niveau gestion consommation électrique, comment gères-tu ça en mini? Salut Erwan, copain à moi. Alors là, pour la mini et pour la qualif hors course notamment, j'ai prévu deux sources d'énergie. J'ai d'une part, d'un côté, 2 fois 120 watts de panneaux solaires et j'ai un hydrogénérateur aussi, donc une hélice en fait qui tourne dans l'eau et qui me permet de récupérer de l'énergie. Pourquoi deux moyens de recharge? C'est que je me dis que s'il y en a un qui tombe en panne, j'en aurai toujours un autre pour pouvoir assumer ma consommation électrique. Donc j'ai deux sources de recharge pour ma consommation électrique, qui sont les panneaux solaires et un hydrogénérateur. Je pense que c'était la dernière question. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, je vois une question. Oui. Quelles sont les techniques pour optimiser le poids en course? Alors, il y a la première technique, c'est d'essayer de trouver le matériel le plus léger possible. Il faut savoir qu'on a beaucoup de matériel obligatoire à embarquer, notamment une survie pour évacuer du bateau si on est en situation de détresse. Le poids de la survie peut être optimisé, le poids de notre nourriture aussi qu'on embarque, à savoir on a le choix entre les lyophilisés, donc les réhydratés, et les apertisés, donc la nourriture sous vide. L'eau qu'on embarque, on est un peu contraint à ce niveau-là, donc on n'a pas le choix, mais on peut essayer d'embarquer un minimum de nourriture en fonction du nombre de jours de course, un minimum d'habits en fonction du nombre de jours de course aussi. Et après, c'est tout le poids du matériel, comme les panneaux solaires, les supports de panneaux solaires. C'est pour ça qu'on les fait en carbone en général. La barre du bateau est en carbone. Après, tout le reste en fibre de verre ou en aluminium. Le mât et la baume sont en aluminium. Donc là, on peut pas trop gérer le poids. Mais on essaie surtout de gérer le poids et d'optimiser le poids sur le matériel qu'on embarque en course et qui est obligatoire. J'ai vu que certains navigateurs allaient jusqu'à couper le manche de leur brosse à dents. Alors oui, Maximilien, c'est vrai, notamment sur différentes étapes de la Volvo Ocean Race. Il y en a même qui embarquaient des bouquins et qui déchiraient les pages lues et qui les jetaient à la mer. Moi, personnellement, j'ai pas prévu de couper le manche de ma brosse à dents parce que je pense que c'est quand même assez confortable de se laver les dents de manière normale. Donc non, je ne couperai pas le manche de la brosse à dents. Je préfère économiser du poids sur d'autres points de matériel du bateau. Voilà. Alors, hop, une autre question. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait permettre de changer le regard sur le handicap, notamment en entreprise? Ben, je pense que la première chose, c'est de le reconnaître et de l'accepter et de faire. Alors, je dis pas de faire son coming out en public et tout ça, comme j'ai pu le faire, mais de l'assumer totalement et d'en parler à l'employeur potentiel. Et il y a notamment, là, c'est ce que j'essaye d'avoir comme reconnaissance, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Je pense que c'est un statut qui est important aujourd'hui et qui peut permettre que les entreprises changent de regard. Et je pense que plus on en parlera, plus on en parlera de manière positive aussi, parce que faut se dire que j'ai des émotions qui peuvent être parfois débordantes, mais c'est aussi une richesse qui me construit dans la vie de tous les jours. Donc moi aujourd'hui j'essaye de surfer sur ces émotions plutôt que de les subir complètement. Et je pense effectivement que c'est en parlant que la personne qui a un handicap comme celui-ci, même si ça peut être tabou, de pas hésiter
de pas hésiter à en parler, à essayer de l'expliquer. Je pense que c'est comme ça qu'on réussira à franchir un cap et à faire en sorte que le handicap dans l'entreprise soit mieux accepté. Je pense aussi que ça passe par de la formation en interne, formation des équipes, qu'elles soient sensibilisées au handicap, que ce soit physique ou psychique. Je pense que ça, c'est aussi très important. C'est des maladies qui sont pas forcément très faciles à appréhender parce que quelquefois, on a du mal à expliquer le contenu et comment on la vit. Mais ouais, je pense que de préparer ces équipes et ces managers ou autres à travailler avec des personnes qui ont des troubles psychiques, ça peut être important. Donc, il y a deux axes, je pense. Le premier axe, c'est que la personne qui a un trouble n'ait pas honte, puisse en parler et aille dans le sens de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé si elle a ce statut-là. Et le deuxième axe, c'est effectivement de peut-être préparer les entreprises à ce chamboulement, quoi. Alors, Stéphanie, Blaise, tu parles de ta différence en appelant cette maladie, en appelant cela maladie. Ne penses-tu pas que le mot maladie versus différence peut être plus effrayant pour les personnes les moins sensibilisées? C'est une bonne question. L'idée principale, c'est la volonté que j'ai, c'est de pas m'enfermer dans la maladie. Je m'appelle Blaise Bernos. Ma première présentation, c'est pas, j'espère que c'est pas ce que j'ai transmis aujourd'hui, mais c'est pas de dire j'ai une pathologie, j'ai un trouble psychique, je suis borderline. J'ai pas envie de me mettre dans une case. Mais à un moment donné, il faut bien aussi aborder le sujet de la maladie parce que c'est des réelles maladies qui sont diagnostiquées par des médecins spécialisés. Et je pense que la maladie le mot maladie est important à aborder parce que sinon il se passera pas grand-chose. Alors la différence, ça adoucit un peu le sujet. Mais si je parle de différence, bien sûr, sur mon profil Facebook, par exemple, je parle de la mini transat de la différence, mais c'est dans le sens où je veux dire que voilà, j'ai une petite différence. C'est aussi dans le sens où je veux parler d'un certain handicap, mais c'est pas non plus pour me cantonner dans ce handicap. C'est plus pour justement essayer d'interpeller le grand public et pourquoi pas aussi les entreprises à cette thématique qui aujourd'hui, je pense, est assez d'actualité et résonne dans pas mal dans la tête de pas mal de personnes. Alors quelquefois j'utilise le mot maladie, quelquefois j'utilise le mot différence. Ça c'est un aspect communication. Je suis pas encore un expert communication. Je vais essayer de le devenir, mais j'essaie en tout cas de jouer entre les deux. J'ai pas envie de ne pas nommer la maladie parce qu'elle est réelle, elle est présente. Mais j'ai aussi envie de parler de différence parce que c'est ce qui me caractérise et c'est aussi ce qui caractérise mon projet par rapport à d'autres projets, par exemple. Je ne sais pas si, Stéphanie, j'ai pu répondre à ta question. J'ai cru comprendre que la Mini Transat était en 2 étapes. Quelle étape redoutez-vous le plus? Bruno. Alors, bonjour Bruno. C'est une bonne question aussi. Quelle étape redoutez-vous le plus? Alors, peut-être contrairement à certains, l'étape que je redoute le plus, c'est la première étape. L'étape qui est censée être la moins longue et pas la seconde étape qui est censée être la plus longue. Je m'explique. La première étape, c'est une étape qui peut être piégeuse au niveau météo. Il faut dégolfer, il faut sortir du golfe de Gascogne au départ des Sables d'Olonne. Donc, quelquefois, la situation météo peut être un peu compliquée, avec du vent portant ou du près, tout dépendra de la situation. Et après, il y a la gestion du Cap Finistère à passer avec le DST, dispositif de séparation de trafic, là où il y a les cargos qui passent.
Donc, il faut bien gérer sa trajectoire. Donc ça, c'est un moment qui peut être assez important, choisir le moment où on va abattre vers les Canaries. Et après, il y a la phase Cap Finistère-Canaries, où on peut se retrouver aussi, pas forcément dans l'Alizé portugais, mais dans des vents assez erratiques, des vents faibles, qui fait que là, c'est un peu la roulette russe. Donc, c'est la première étape peut être un peu piégeuse par rapport à la seconde étape, je pense, et pas forcément moins longue, même si elle est entre 8 et 10 jours. Voilà, moi, c'est plutôt la première étape que je redoute. Après, il y a quand même quelque chose qui me fait un peu peur, hein, je l'avoue. Je pense que aucun ministre, aucun coureur en solitaire qui commence ne vous le dira pas. C'est l'appréhension par rapport à la solitude et comment on va réussir à la gérer. Moi, je vais essayer j'essaye de mettre en place des outils pour bien la vivre. Et j'ai un peu l'expérience aussi de la solitude en mer, donc ça, je pense que ça peut m'aider. Mais ouais, je pense que c'est plus la première étape qui me, que je redoute, quoi. On va prendre une dernière question. Ouais, La mer pour vous, un moment de confinement nécessaire à votre équilibre personnel? d'accord. C'est une bonne question aussi. Bah oui, j'en ai besoin en fait. Alors je sais pas si c'est une drogue. Ça pourrait quand il y a un besoin, ça peut se référer à une drogue. C'est un endroit où je me ressource, oui, tout à fait. C'est un endroit où je me reconnecte avec moi aussi, un peu plus qu'à terre, où on a des sollicitations multiples et variées, quelquefois pas forcément agréables. Donc, c'est un confinement voulu, comme je disais tout à l'heure, qui effectivement est nécessaire à mon équilibre personnel et dont j'ai besoin, oui, tout à fait. Alors, ça peut être en course, ça peut être en navigation à la journée, ça peut être en croisière, ça peut être en charter, comme quand je travaillais comme skipper sur Oiseau de Feu, le yacht classique en Méditerranée. Ça peut être sous différentes manières. Ça peut être comme la nage, comme faire de l'apnée aussi. En tout cas, être en contact avec la mer et l'élément liquide, c'est quelque chose qui m'équilibre toujours aujourd'hui, oui, tout à fait. Je pense que c'était la dernière C'était question. la dernière question. Oui, Ok, on a eu pas mal. ouais, bah c'est bien. Bah, je suis content. Ça a intéressé. Qu'est-ce qu'il y a? Ton témoignage a intéressé. Ah, d'accord. Bah super. Bah en tout cas, merci beaucoup. Merci Adeline. Merci à toi pour. Merci Carla pour la gestion. Merci Job in Live pour votre soutien et votre confiance. Tenais aussi à remercier l'UNAFAM. Il y a peut-être quelques membres présents, qui est une association qui me soutient depuis quelques mois déjà. Donc moralement, c'est très important aussi. Merci à tous d'avoir été présents. Je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais quelque part, c'est pas très grave le nombre. J'espère que j'ai pu vous retranscrire au mieux moi qui je suis, mon projet, où est-ce que je veux aller, où est-ce que je tends à aller et quelles sont mes motivations. Et n'hésitez pas à aller visiter mon site Facebook Blaise Bernot Skipper. Plus il y a de likes, mieux c'est. Plus on me suit, mieux c'est. Voilà, un petit peu, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, j'étais très content de partager ce moment avec vous en ce moment de pré-déconfinement. Alors, c'était un petit peu décalé par rapport à ce qu'on va vivre à partir de lundi prochain, mais je pense que ça a pu être intéressant. Enfin, en tout cas, j'espère que ça a pu être intéressant pour vous. Et n'oubliez pas, comme disait Blaise, de suivre ses aventures soit sur sa page Facebook, même sur notre page LinkedIn du groupe Job in Life. Donc voilà, on va suivre Blaise pendant toute la préparation, pendant ses courses et au moment de la mini transat. La fameuse mini transat, Et oui. exactement. Bon, en tout cas, merci à toi, Blaise, pour ton témoignage et d'avoir joué le jeu. Je sais Ouais, que bah c'est super. pas toujours facile, donc c'est top.
et ça a intéressé. Donc, c'est le principal. Bah, génial. Tant mieux. Merci à ceux qui étaient présents et je vous souhaite à tous donc une belle journée et à très vite. Salut Merci Blaise. à tous et bonne journée. Salut. Salut.